Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte Septime Académie, mieux concevoir pour mieux usiner. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinar d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler mieux concevoir pour mieux usiner. Les outils de simulation font partie intégrante des démarches proactives de conception-investigation, tant au niveau des produits que des process. Les essais, normalisés ou non, restent une étape de validation capitale dans le processus de mise sur le marché des produits. Maîtriser le couplage essai-simulation devient crucial pour répondre aux enjeux de coût, de qualité et de délai. Découvrez comment améliorer la conception des pièces usinées par la connaissance des facteurs de coût principaux, simulation autour d'exemples concrets. Parmi les thématiques abordées, comment développer l'esprit critique pour l'analyse des spécifications du bureau d'études ou pour la négociation des prix par les achats, comment identifier les voies d'amélioration des pratiques actuelles en conception. Cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Madame Maryse Provost, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Madame Provost, je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui, bonjour, bienvenue à la web découverte Mieux concevoir pour mieux usiner. Peut-être une petite présentation pour mieux connaître qui je suis. Donc Maryse Provost, ça fait plus de 20 ans que j'interviens donc auprès des entreprises mécaniciennes de différents secteurs, l'aérospatiale, la défense, l'armement, l'énergie, auprès de sous-traitants dans le domaine du transport, du médical, de la machine spéciale, tout ce qui est machinisme agricole et manutention, levage, l'éducation aussi. J'ai un petit peu un parcours, on va dire, très mécanicien ou mécanicienne, puisque donc j'ai commencé, je suis titulaire d'un bac F1 pour ceux qui se rappellent encore ce que ça veut dire F1, c'est construction mécanique. J'ai ensuite fait un BTS productique, puis une école d'ingénieur, donc délivrée par l'école des mines de Saint-Étienne. J'ai changé trois fois de métier tout au long de ma carrière depuis 20 ans. Donc j'ai commencé par un poste de responsable qualité et amélioration continue autour de la mise en place du système ISO 9002, la mise en place de RP au sein d'une PME spécialisée dans la machine spéciale. Et puis maintenant, depuis plus de 20 ans, je suis au CETIM. Tout d'abord en tant que responsable technique d'affaires, donc je suis intervenue effectivement pour faire tout ce qui est accompagnement avant-vente, formation, accompagnement, personnalisation du logiciel notamment qui s'appelle CETIM Technicote, donc d'outils de chiffrage. J'ai vraiment une dominance costing, c'est-à-dire que j'accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises mécaniciennes dans le domaine du chiffrage, du costing, avec la mise en place de méthodes ou d'outils logiciels. Nous allons donc aujourd'hui parler du thème mieux concevoir pour mieux usiner. Encore plus aujourd'hui, les outils de simulation font partie des démarches effectivement proactives de conception investigation. L'idée de proposer cette web découverte est partie finalement d'un constat que 40 à 70% des coûts de réalisation et donc de fabrication sont définis par le choix du BE, que ce soit concepteur, chef de projet, etc. Plus on maîtrise finalement les facteurs influents sur l'usinage, plus on réduit les risques d'erreur. Et évidemment, ces erreurs peuvent coûter très cher. Une erreur de conception affecte toutes les pièces produites. Détectées pendant la conception, elles n'engagent pas encore les moyens de fabrication, évidemment. Par contre, après industrialisation, elle oblige à reprendre tout le processus. Et c'est bien là l'objet finalement de cette web découverte, c'est de rentrer un petit peu plus dans ces aspects coûts, en quoi la conception influence sur l'usinabilité de la pièce et comment on peut mieux prendre en compte ces facteurs influents
dans vos conceptions ou dans vos projets d'industrialisation aussi de pièces. Alors aujourd'hui, nous proposons d'aborder effectivement certains facteurs influents sur l'usinabilité des pièces, étant donné qu'on n'a qu'une heure et demie, certains thèmes vaudraient à eux seuls au moins une demi-journée. Donc on va essayer de juste prendre en compte certains facteurs influents. Tout d'abord, je vous propose d'introduire un petit peu à l'usinage. Qu'est-ce que l'usinage? Puisque on parle de différents procédés de fabrication. Qu'est-ce qu'on entend par usinage au sein de ces différents procédés? Ensuite, on abordera les différents facteurs de coût en usinage avec une cartographie un petit peu de ces facteurs de coût qui est loin d'être exhaustif. Et puis, je parlerai de deux thèmes. On va dire l'influence des tolérances et rugosités sur l'usinabilité de la pièce et l'influence des formes également sur l'usinabilité. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres thèmes. On va se focaliser ce matin sur ces deux thèmes. Et puis, on finira par une petite checklist pour le concepteur pour se poser les bonnes questions, on va dire, quand il conçoit sa pièce ou son ensemble. Et puis, on finira par quelques pistes pour aller plus loin sur ce thème. Alors, excusez-moi, j'ai juste basculé. Pardon, petite erreur de manip. Donc, on va commencer par effectivement une petite introduction à l'usinage. Donc, on retrouve différents procédés évidemment de fabrication. On va bien entendu voir parmi tous ces procédés où se place l'usinage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par l'usinage. Tout d'abord, je tenais à reprendre un petit peu main sur certains procédés pour expliquer un petit peu où est-ce qu'ils se placent. Je vais essayer de vous parler des principaux qu'on va aborder aujourd'hui, évidemment. Donc on retrouve dans les procédés de fabrication des procédés d'obtention du brut, notamment par exemple la fonderie qui consiste à couler un métal ou un alliage dans un moule pour obtenir une pièce. Évidemment, il y a différentes techniques de fonderie sable, etc., qui dépendent de l'alliage, des dimensions, des quantités. On parle beaucoup de la fabrication additive aussi aujourd'hui, hein, qui est un des procédés, on va dire, innovants, même si ça fait pas mal d'années que les procédés existent. Les procédés derrière la fabrication additive, injection de métal, etc., évoluent très rapidement et c'est encore effectivement un domaine où les procédés évoluent très très vite et sont pas encore figés. Donc il y a un intérêt effectivement croissant et notamment en conception, ça redemande effectivement à reconcevoir ces pièces ou ces ensembles de pièces pour prendre en compte ces nouveaux procédés. Alors on va parler aussi des procédés de génération par déformation, notamment par exemple le forgeage. L'idée c'est d'appliquer une force importante sur on va dire un brut, une barre, à froid ou à chaud, afin de contraindre à épouser la forme voulue de la matrice. On parlera aussi tout à l'heure un petit peu des outillages. Ensuite, on va évidemment retrouver tout ce qui est procédé par enlèvement de matière. Plus généralisement, on parle de l'usinage dans ce cas-là, qui sont soit sans contact matière, alors ou très très peu, découpe jet d'eau, on va retrouver tous les procédés de découpe, laser, électroérosion, fil, etc., plasma, de la découpe mécanique, électrochimie. Plus généralement, tout ce qui est usinage avec enlèvement de copeaux, on va retrouver les technos de fraisage, tournage, perçage, alésage, taillage, sciage et bavurage, et j'en passe. Et puis ensuite, on va retrouver aussi des technos qu'on parlera aujourd'hui, qui sont procédés par enlèvement de matière avec de l'abrasion, c'est-à-dire un peu le principe du ponçage, hein. C'est qu'on frotte la matière pour enlever effectivement du copeau, mais avec une abrasion. Alors, on retrouve dans les procédés effectivement complémentaires à, au fraisage, tournage, etc., la rectification, du rodage, des outils à main abrasifs, évidemment, tout ce qui est tribofinition.
Et puis enfin, un petit peu dans les procédés de fabrication, ben, on retrouve tous les procédés d'assemblage par soudure, par collage, par vissage, par rivetage, etc. Vous les retrouvez effectivement en complément de l'usinage dans les gammes de fabrication. Alors, pour faire un bref, on va dire, tour de ce qu'est l'usinage et pourquoi on utilise l'usinage, plus précisément, l'usinage permet effectivement de traiter des pièces de quelques grammes à quelques tonnes. Alors si on parle de quelques grammes, on va les retrouver par exemple dans l'horlogerie, dans les montres. À quelques tonnes, ben, vous retrouvez par exemple des pièces de centrales hydrauliques comme chez GE avec des pièces de plus de 3 mètres de diamètre, 50 tonnes. Là, on voit un des exemples d'un alésage en cours d'usinage. Cette barre fait effectivement plusieurs mètres. Donc les machines évoluent effectivement en fonction un petit peu des dimensions des pièces. On a évidemment dans les matériaux usinés une grande variabilité des matériaux puisque ça va de plastique composite en passant par les aciers, les fontes, les allules, les inox, les inconels, les alliages réfractaires, les graphites, l'or, etc. Beaucoup de variétés effectivement dans les matériaux, ce qui veut dire aussi que les conditions d'usinabilité ne sont pas du tout les mêmes entre un plastique, de l'or et un cuivre. On va retrouver effectivement toutes ces données qui vont influencer évidemment le temps et le coût d'usinage derrière. Euh, L'idée, c'est vraiment de retenir que l'usinage, c'est un procédé flexible qui permet de créer différentes pièces en associant à différents procédés de grande taille, de petite à grande taille, et qui prend en compte différents matériaux. Euh, les plus usuels, effectivement, on a parlé. Concernant les aspects techniques, c'est, on va dire, le procédé souvent incontournable pour la finition de surface fonctionnelle en complément d'autres procédés. Donc souvent, on va parler effectivement de reprise de pièces de fonderie, de forge, même de fab additive, par exemple en usinage. Euh, on va retrouver aussi l'utilisation de l'usinage pour fabriquer alors là, on voit effectivement quelques exemples de moules d'injection, donc moules permettant de faire effectivement l'opération, le procédé de moulage. Ça peut être effectivement des reprises de pièces de fonderie, carter moteur, etc. Mais on va aussi utiliser l'usinage pour faire tout ce qui est outils de découpe, d'emboutissage, les matrices, etc., qui permet effectivement d'obtenir des niveaux de précision et d'état de surface très fins. En complément de l'usinage, évidemment, on va retrouver effectivement des procédés par abrasion dont on parlait tout à l'heure, qui sont la rectification, le polissage, etc. Alors, pour balayer un petit peu ces procédés, alors je ne vais pas rentrer dans le détail et c'est pas du tout l'objet de la web découverte d'aujourd'hui, puisque j'imagine que vous connaissez déjà tous ces procédés et l'idée c'est de voir de manière un peu plus précise qu'est-ce qui influence effectivement l'usinabilité de la pièce. Juste un petit passage quand même sur qu'est-ce que le fraisage. Certains, effectivement, dans les slides qu'on va voir tout à l'heure peuvent mélanger peut-être certains procédés. Donc l'idée, évidemment, du fraisage, ça résulte de deux mouvements. La rotation, d'une part, de l'outil qu'on appelle une fraise, et l'autre part, d'une avance, effectivement, de la pièce à usiner. Donc qui permet effectivement de faire pas mal de formes différentes, que ce soit effectivement des épaulements, des rainures, des trous, combinés avec le perçage ou l'alésage. On va pouvoir faire des formes un petit peu avec des accessibilités parfois contraintes, ou aussi des formes dites balayées en surface 3D, avec des formes type empreintes de moule par exemple, qui sont donc en concave ou convexe, qui permet effectivement d'obtenir des formes assez exhaustives. On part souvent d'une pièce prismatique, mais c'est pas toujours le cas, pour obtenir effectivement derrière une pièce qui peut être jusqu'à 80-90% usinée. Ça veut dire qu'on enlève 80-90% de copeaux, de volume copeaux sur certaines pièces, notamment dans l'aéro.
On va retrouver aussi tout ce qui est procédé de tournage. L'idée est là plutôt de traiter des formes cylindriques. Alors parfois on peut se retrouver avec des hexagonales, des carrés, mais l'idée est effectivement le procédé, c'est que la pièce tourne et l'outil, alors on dit qu'il est statique, mais avance en fait, parcourt cette pièce-là avec une avance qui permet effectivement d'obtenir des formes assez différentes. Donc on va parler de dressage, de chariotage, de piquage ou de profilage de pièces avec effectivement des gorges, que ce soit externes ou internes d'ailleurs. Et on va retrouver effectivement tout ce qui est également possible en tournage, c'est du filetage à l'outil de tour et des opérations éventuellement de taraudage si la machine le permet, qui nécessitent effectivement des axes complémentaires. Autre opération axiale, on en parlera tout à l'heure, mais bien sûr tout ce qui est perçage, lamage qui permet effectivement de faire un méplat pour mettre une tête de vis par exemple, du taraudage qui peut être fait effectivement à la machine ou en manuel, de l'alésage pour obtenir effectivement des niveaux de tolérance plus serrés qu'en perçage classique, et du chanfrein pour faire des petites arêtes en entrée-trou. Je ne vais pas aller sur toutes les technologies, évidemment. L'idée, c'était simplement de vous rappeler un petit peu les technologies qu'on va aborder dans les thèmes qui vont suivre. Donc, on passe évidemment sur quels sont les facteurs de coût en usinage, qui est le thème du jour, hein. Qu'est-ce qui influence finalement l'usinabilité de la pièce? L'idéal aurait été effectivement aujourd'hui de faire un brainstorming, mais vous êtes très nombreux, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je me permets d'apporter quelques réponses face à effectivement ce diagramme d'Ishikawa, qui permet effectivement de balayer un petit peu tous les facteurs de coût en usinage. Et on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui les facteurs de coût qui tournent autour de la pièce du produit. Donc voilà un petit peu, et c'est non exhaustif. Il y en a sûrement quelques-uns que j'ai oubliés dans la présentation. Alors évidemment, on va dans ce qui fait le coût d'usinage d'une pièce. On vient bien sûr prendre en compte la machine et tout ce qui tourne autour de cette machine, c'est-à-dire le taux horaire, dans quel pays, sa capacité, le nombre d'équipes qu'il faut, les temps de changement, etc. Tout ce qui tourne autour de la gamme, mais qui est effectivement souvent lié à la description du produit au départ. Combien de phases d'usinage, combien de reprises d'usinage il faut, les différentes stratégies, etc. On va évidemment prendre en compte tout ce qui est conditions technologiques, les conditions de coupe notamment, liées finalement aux matériaux aussi de la pièce, mais pas que. Tout ce qui tourne autour de l'outillage, des choix d'outillage pour réaliser la pièce, les porte-outils, les montages d'usinage, les typologies, les nuances outils, les choix de fraises en termes de diamètre ou de nombre de dents par exemple. Donc les facteurs qui font les coûts d'usinage sont très nombreux. On ne pouvait pas aborder effectivement autour d'une web découverte d'une heure et demie tous ces facteurs-là. On a donc, je vous propose de se focaliser effectivement sur ce qui touche plus précisément le produit. Comment le produit influence le coût d'une pièce usinée? Au-delà du prix du matériau, du brut et du poids, il faut également prendre en compte la facilité de mise en forme du brut tout simplement. Est-ce qu'on part d'un brut usiné dans la masse? Est-ce que on va utiliser d'autres procédés d'obtention du brut qui sont la fonderie, l'injection plastique, la forge, la fab additive, etc. Il faut prendre en compte aussi la disponibilité des fournisseurs en France, mais aussi au niveau mondial. Pour des productions type automobile, évidemment, le choix du brut va être influencé aussi sur quel délai, comment je peux réaliser effectivement cette notion de brut. On va aussi évidemment
dans la pièce, prendre en compte l'influence des formes va évidemment jouer sur l'usinabilité de la pièce. On viendra justement plus particulièrement sur ce thème-là tout à l'heure au travers de certains exemples pour vous permettre de comprendre un petit peu les facteurs de coût influents et qu'est-ce qui parfois contraint en usinage à déployer des stratégies assez complexes, on va dire, par rapport aux formes. Évidemment, l'influence des quantités, que ce soit la série, donc la quantité totale de pièces à fabriquer, et également la notion de lot de fabrication va jouer sur le coût final de la pièce. Plus on cadence effectivement le lot de fabrication, plus on aura effectivement chaque mois une machine à préparer ou les machines à préparer, et ça va avoir une influence évidemment sur le coût final de la pièce, sans compter l'indus au départ pour industrialiser effectivement votre gamme de fabrication. Et si on va effectivement plus particulièrement sur effectivement les formes, vous avez tout ce qui est précision dimensionnelle qui permet effectivement de limiter ou d'orienter vers des process de fabrication qui peuvent être assez exhaustifs, du plus simple au plus exhaustif. Donc la précision, la rugosité a vraiment une influence sur effectivement l'orientation, l'usinabilité de la pièce derrière. On va voir comment. Donc ce terme forme et précision seront abordés effectivement aujourd'hui. On va prendre effectivement aussi, on va traiter un tout petit peu de l'accessibilité de certaines formes en usinage. Mais au-delà de ça, évidemment, il faut aussi prendre en compte tout ce qui est propriété à chaud ou à froid de la pièce, la tenue à la corrosion, la tenue en fatigue, les propriétés tribologiques. Est-ce que la pièce va à dans sa fonction finale doit être effectivement une tenue à l'usure, à l'abrasion? Est-ce qu'on a la possibilité de réaliser des traitements thermiques ou traitements de surface sur cette pièce pour améliorer soit les performances ou l'esthétique de la pièce, hein, par notamment des allodines, des choses comme ça. Quelle est la facilité d'assemblage de cette pièce avec peut-être des matériaux de pièces assez différents si on assemble du métal plastique ou du métal céramique. Est-ce que on va assembler par soudage, par collage, et ça forcément ça aura aussi une influence sur la fabrication de la pièce et donc l'usinabilité aussi de la pièce. On va aussi prendre en compte la facilité de démontage du sous-ensemble, si on doit faire des réparations, si une pièce doit effectivement, c'est une pièce d'usure et doit tenir effectivement dans le temps, ça va être pris en compte notamment de le choix du matériau. Tout ce qui est bilan carbone, alors on en parle aussi un petit peu, hein, puisque c'est l'objet effectivement au travers de tout ce qu'on parle, de tous les thèmes au niveau de l'environnement, c'est de parler aussi du bilan carbone par rapport effectivement au procédé, à la gamme de fabrication de cette pièce. Est-ce qu'effectivement je la fabrique en France, à l'étranger, en Chine? Et enfin aussi la facilité de recyclage de cette pièce-là. Comment cette pièce en fin de cycle, en fin de vie, je vais la recycler. C'est aussi parmi les thèmes abordés effectivement dans la notion de coût final de la pièce, puisque ça peut effectivement amener des contraintes supplémentaires. Alors je vous propose effectivement d'aborder deux thèmes parmi tout cela. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va traiter que une toute petite partie infime des thèmes qu'on pourrait aborder effectivement sur ce thème facteur de coût en usinage, comment améliorer la conception pour mieux usiner finalement. Donc premier thème qui va être effectivement l'influence des tolérances, comment les tolérances et la rugosité influencent l'usinabilité de la pièce et les coûts de fabrication. Alors, premier petit tableau, on va dire, qui permet de présenter les limites atteignables par les différents procédés d'usinage de manière générale. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement, hein, plus on indique un RA, on va dire serré, petit, plus il faudra d'opérations
et de procédés pour y arriver. Alors globalement, par exemple, on vous a mis sur le côté gauche un peu les états de surface usuels entre les tolérances qu'on est capable d'atteindre de manière courante et de manière exceptionnelle, donc en gris, donc en jaune de manière courante et en gris de manière exceptionnelle. L'idée, c'est que, par exemple, si vous faites une pièce prismatique, donc fait en fraisage, ça veut dire qu'en fraisage, vous allez être capable de tenir, on va dire, assez facilement jusqu'à un RA de 0,8. D'accord? Sur, par exemple, une surface, on met un RA de 0,8, mais pour atteindre ce RA de 0,8, ça veut dire que vous allez déjà passer par différentes opérations, ébauche, demi-finition, voire finition, pour atteindre effectivement ce RA de 0,8. Donc, ce qui veut dire que à partir du moment où vous mettez une tolérance de plus en plus serrée, ou un RA de plus en plus serré, il va falloir donc avoir différentes opérations d'usinage pour l'obtenir, voire différents procédés d'usinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive encore à atteindre du RA 0,4 par exemple en fraisage avec des outils un petit peu spéciaux qui peuvent être des plaquettes un petit peu différentes dans des nuances outils différents. Mais globalement, si vous demandez un RA par exemple de 0,2 sur une surface dite fraisée au départ, vous allez non seulement devoir commencer effectivement par un procédé de fraisage de votre pièce, mais en plus rajouter par exemple une rectification plane pour obtenir votre RA qui commence effectivement à être dans une classe par exemple de 0,2. On va devoir en fait additionner les procédés d'usinage pour obtenir effectivement la qualité demandée. Ce qui fait que on atteint vite effectivement sans s'en rendre compte quand on est dans certaines limites qui peut-être peuvent être maîtrisées en conception, euh, on va effectivement avoir une influence assez nette du fait de rajouter effectivement un procédé supplémentaire. Non seulement pour réaliser ce procédé, va falloir préparer une machine qui va être effectivement différente, donc ça va avoir un impact évidemment sur le temps de préparation de cette machine, mais aussi sur le coût de réalisation de la pièce, puisqu'on aura un transfert d'une machine A à une machine B pour finir la pièce. Donc, l'idée, c'est de vous montrer effectivement quelles sont un petit peu les limites de chacun des procédés. Alors, on sait qu'en tournage, on arrive effectivement un peu plus facilement à descendre un RA des 0,6, on va dire, voir un RA de 0,4, c'est vraiment exceptionnel. Mais effectivement, il faut retenir un petit peu les limites, par exemple en fraisage et en tournage. La limite du tournage-fraisage, c'est autour d'un RA de 0,8. Et au-delà, ça veut dire qu'il va falloir déployer des procédés supplémentaires pour pouvoir atteindre la rugosité que vous avez indiquée sur votre plan. C'est finalement la même chose au niveau des tolérances. Alors là, on parle de classes de tolérance H7, H8, H10, etc. Donc plus on descend dans les classes de tolérance et plus ça va demander effectivement d'additionner finalement les opérations d'usinage. Globalement, quand on se situe, là on était sur le fraisage tout à l'heure, on va donc partir d'un RA d'un tolérance H13 par exemple en ébauche jusqu'à du H10. Donc ça nécessitera qu'une opération pour obtenir effectivement cette qualité. Dès lors que vous allez descendre en dessous du H10, il faudra, en plus de l'opération d'usinage ébauche, une opération d'usinage demi-finition, ce qui veut dire un autre outil, un deuxième outil, donc un changement d'outil supplémentaire, donc un temps supplémentaire. Et puis derrière, quand on descend effectivement en qualité H8 voire H7, possible aussi en fraisage, on va effectivement contraindre à avoir en plus une fraise, un outil de finition, donc ébauche, demi-finition, finition. Ce qui contraint effectivement à rajouter des opérations d'usinage. Et donc, comme tout à l'heure, si vous descendez en dessous d'une classe H7, on va dire en fraisage, globalement, on va déclencher en complément de l'usinage du fraisage, une opération par exemple de rectification plane ou parfois de rodage ou de superfinition, etc., qui peuvent être effectivement déployés. Alors, pour illustrer ça, quelles sont un petit peu les conséquences financières d'une surqualité?
Donc on voit très bien effectivement que tant qu'on reste dans une qualité faible, que ce soit au niveau du RA ou de la tolérance, on va rester effectivement typiquement sur un usinage ébauche, mais qu'à partir du moment où on augmente la qualité, on descend vers du RA de 0,8, voire 0,4 ou 0,2, ou une tolérance effectivement en dessous du H8, on va déployer effectivement une stratégie une gamme de fabrication, une gamme d'usinage qui sera effectivement un peu plus complexe, puisque non seulement on va devoir commencer par faire des opérations d'ébauche, mais en plus rajouter effectivement peut-être une opération de rectification, plus de polissage derrière pour obtenir la qualité demandée. Donc ça coûte relativement, on arrive très vite à quelque chose effectivement au double prix de la pièce. On va le voir au travers d'un exemple. Pour vous donner une sensibilité aussi au niveau, on va dire des coûts et des taux horaires de machines, quand on est effectivement sur un centre d'usinage 3 axes, donc on va dire sur une pièce type cube classique, hein, dès lors que la dimension intervient aussi de la pièce, on va avoir un facteur de taux horaire qui va évoluer entre une petite machine, petite puissance, etc., à un centre d'usinage moyen, voire des centres d'usinage grande dimension avec des tables de plus de 3 mètres, etc. On va vite effectivement être au-dessus des 100 € de l'heure en France. Après, on aurait pu afficher aussi les taux horaires dans les autres pays. L'idée, c'était déjà de vous montrer, etc., l'influence à la fois de la dimension de la pièce, mais aussi de la complexité de la pièce. C'est-à-dire que en plus, si la pièce est grande, mais qu'on a en plus des formes aussi complexes, on va arriver effectivement sur des taux horaires qui triplent ou quadruplent entre la petite machine 3 axes au départ à des sondes d'usinage 5 axes grande dimension. Ce qui veut dire aussi que derrière, si je reste pas uniquement qu'en fraisage et que je déploie en plus des opérations de rectification de polissage, on va se retrouver effectivement dans des taux horaires qui peuvent varier et qui vont être effectivement dépendants un petit peu du typologie, enfin du procédé de polissage ou de rectification qu'on va utiliser. Enfin, rectification, ça va être soit plane, soit cylindrique, mais ça va dépendre aussi de la dimension de votre pièce. Donc, en fonction de la dimension, il y a très vite beaucoup de critères qui viennent être pris en considération. On se rend compte, hein. La tolérance et le RA, c'est un parmi tant d'autres critères, mais effectivement, on arrive vite à doubler, voire tripler le prix de la pièce en fonction un petit peu juste de cette notion de tolérance ou de rugosité. La même chose, on va dire, dans le côté perçage, entre un perçage que vous faites en qualité H10 par exemple et H8, H9 voire H7, on va devoir déployer effectivement des opérations supplémentaires de perçage, d'alisage, demi-finition, voire d'alisage finition, qui nécessitent effectivement d'aller chercher, d'avoir des changements d'outils et de rentrer effectivement dans des conditions plus précises. Alors, un petit cas pour vous montrer un petit peu cette influence-là au travers d'un cas pièce. Ce cas pièce, donc les écrans que vous voyez ici sont issus d'une simulation sur l'outil qui s'appelle Setim Technicot, c'est un outil de chiffrage analytique. L'idée, c'était de vous montrer très concrètement la même surface entre une tolérance H8 à RA3.2, je passe à une tolérance H6 à RA d'1.6 et je descends encore d'un niveau. Qu'est-ce qui va se jouer et quels est un petit peu les rapports, on va dire en termes de coûts, entre ces différents cas. Dans le premier cas, je traite ma surface en tolérance H8 avec un RA3.2, ce qui équivaut finalement à juste faire une opération d'ébauche. Donc la tolérance H8, évidemment, faut voir en micron sur une dimension de pièce, qu'est-ce que ça représente, hein, évidemment. L'idée, c'est qu'effectivement, on va simplement déployer un outil, une opération. Là, on vous a mis, donc c'était un cas sur effectivement une pièce qui est en alu, donc de assez grande dimension. Vous retrouvez effectivement donc un coût de surface plane de 6,17 € hors temps de préparation de la machine.
Si on passe à un niveau déjà plus serré, on va dire, on descend d'un niveau de tolérance, donc au lieu d'être en tolérance H8, on va passer en tolérance H6 avec une contrainte de RA de 1,6. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va déployer effectivement des opérations supplémentaires de demi-finition-finition, ce qui veut dire deux outils supplémentaires. Donc à la fois, ça va coûter en temps de prépa supplémentaire sur la machine, puisqu'il va falloir aussi préparer ces outils, mais aussi sur le temps d'usinage, le temps et le coût d'usinage. Donc là, on n'a pas tout à fait doublé le coût de juste cette surface plane, mais pas loin, entre le passage simplement d'une tolérance H8 à une tolérance H6 et d'un RA32 à une tolérance à 1,6. Et puis, même combat, on va dire, on descend encore d'un niveau. Donc même si effectivement la tolérance, la rugosité RA de 0,8, on est capable de la tenir en usinage, par contre la tolérance de H4, ça va déclencher ici dans la séquence opératoire une phase de rectification supplémentaire. Donc là, évidemment, cette première forme, elle est faite sur une phase de fraisage parmi d'autres formes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là, juste pour faire cette surface-là, on est obligé de déclencher la préparation d'une autre machine qui est une rectification, une rectifieuse plane. Et en plus de faire l'ébauche et la demi-finition de cette face-là en usinage, on va aussi déclencher la demi-finition, la finition en balayage, en rectification de cette face-là. Ce qui veut dire que au lieu d'effectivement coûter 7,83 €, c'est-à-dire on a quand même enlevé l'opération de finition en usinage classique, ça va déclencher effectivement une phase de rectif, et cette phase de rectif à elle toute seule va coûter 120,39 € sur la pièce, parce qu'on sera obligé de préparer une machine au-delà du temps juste du temps copeau, avec déplacement, changement d'outil. On va devoir préparer une machine, et donc l'influence, ça va être effectivement, on passe, vous voyez, de 120 € de plus entre ces deux tolérances. Donc, vous voyez un petit peu les facteurs. Effectivement, je vous ai illustré ça un petit peu via une courbe. C'est qu'on peut être effectivement sur quelque chose d'assez linéaire tant qu'on reste finalement sur le même procédé. Mais dès lors qu'on dépasse un certain seuil de procédé, de suite, ça va monter en flèche, puisque va falloir, il y a les coûts de préparation de la machine qui vont rentrer en compte, avec après, à nouveau, une courbe jusqu'à qu'on retourne sur un nouveau procédé, par exemple de polissage en plus, et on va se retrouver effectivement avec quelque chose qui n'est pas linéaire, puisque c'est lié effectivement aux différents facteurs. La même chose avec, on va dire, des contraintes supplémentaires. C'est je fais un trou en fonction effectivement, donc je fais un trou diamètre 10 sur une profondeur de 200. Donc effectivement là on est sur le cas trou profond avec les notions de tolérance. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà pour faire cette exigence, ce trou-là de donc diamètre 10 sur au-delà d'une longueur de x4 par rapport au diamètre, on va se retrouver à déclencher effectivement différents outils pour pouvoir réaliser ce trou. Donc là, par exemple, on a un forêt carbure série courte, puis mi-long, pour pouvoir atteindre effectivement votre profondeur de trou. Si on reste en tolérance H11, donc le classique, on va dire qu'on va utiliser effectivement des outils classiques pour réaliser du H11 qui sont le forêt, donc forêt plaquette carbure ou monobloc pour réaliser. Après, ça peut dépendre effectivement des matériaux, hein. Donc là, pour la simulation, on est autour d'un coût de 2,22 €. Je fais la même chose, je descends d'un niveau. Donc je reste en tolérance H9. Par contre, enfin, je descends de tolérance, pardon, et je descends en rugosité. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, à partir de, on va dire, H8, ce qu'on a vu dans les tableaux tout à l'heure, H10, pardon, en dessous de H10, on va déclencher effectivement le forêt ne sera plus l'outil approprié pour faire des tolérances plus serrées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va devoir déclencher effectivement un outil supplémentaire qui est un alésoir. Donc, qui dit outil supplémentaire dit effectivement préparation de cet outil, changement d'outil, et donc on va avoir une influence effectivement au niveau du coût. Je descends encore d'un niveau, donc là, tolérance H7 RA de 0,5, on va rajouter encore
non seulement l'ébauche avec le foricarbure, mais en plus, on va arriver effectivement à faire un alisoir demi-finition, un alisage demi-finition et la finition en plus. Alors là, on dirait que c'est quasiment linéaire. Après, effectivement, on peut être sur des procédés un petit peu différents au-delà du RA 05 pour aller chercher effectivement des barres d'alisage, des choses comme ça, en fonction avec des plaquettes un petit peu différentes pour obtenir le même syndrome. Côté tournage, c'est un petit peu les mêmes influences qu'on a vues tout à l'heure, puisque en fonction, plus la qualité est faible, plus on va déclencher effectivement une opération simplement d'ébauche, et plus on demande, on augmente la qualité, que ce soit au niveau de la tolérance ou de la rugosité, plus on va devoir déclencher non seulement des opérations, de tournage, mais en plus déclencher des procédés complémentaires pour obtenir, on va dire, la tolérance ou le RA demandé. Alors concrètement, autour d'un exemple, qu'est-ce qui se passe? Donc toujours simulation par le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure. On fait un charioutage diamètre 24. On commence par une tolérance H10 avec un RA de 6,3. Euh, on réalise ce niveau de tolérance simplement avec une opération d'ébauche. À partir du moment où on descend à un niveau qualité, on va dire H8, RA3.2, classiquement, on va dire, on va arriver effectivement à quelque chose qui certes, on va dire, est plus cher, mais pas beaucoup plus cher. C'est-à-dire que ça reste ce type de charioutage, ce type d'usinage en tournage très classique, avec une finition complémentaire. Donc en finition, on prend des petites passes évidemment, donc c'est avec une vitesse plus élevée que l'on ébauche. Ensuite, la problématique intervient quand effectivement on descend en dessous d'un RA qu'on a qualifié tout à l'heure de 0,6 ou 0,8 déjà, 0,8, et une tolérance, donc là comme on a mis de H5 qui correspond à 9 microns sur un diamètre 24. Qu'est-ce qui va se passer? Un petit peu comme en fraisage tout à l'heure, on va être obligé de déclencher une phase, un procédé d'usinage complémentaire. Et comme tout à l'heure, ce procédé d'usinage complémentaire, non seulement je dois préparer une nouvelle machine, mais en plus, je dois à la fois faire de l'usinage en tournage pour ébaucher ce profil-là, et en plus, derrière, créer effectivement des opérations de rectification, ce qui fait qu'on a encore cette notion de courbe, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, puisqu'à partir d'un certain seuil qui est, on va dire, le RA entre 0,8 et 0,6, on a ce facteur-là où effectivement on a une influence du procédé, du nouveau procédé sur le coût de la pièce. Quelques tolérances géométriques. On a parlé pour l'instant simplement de tout ce qui est tolérance, on va dire, au niveau du dimensionnel de la pièce. Évidemment, les tolérances géométriques vont influencer aussi ces procédés, puisque là, on va se retrouver de la même façon, en fonction un petit peu des tolérances. Est-ce que je dois tenir une tolérance de cylindricité, de parallélisme, etc. Classiquement, en tournage, en fraisage, on va atteindre un certain seuil. Mais si vous descendez en dessous de ce seuil, on va demander effectivement des procédés supplémentaires, alors que ce soit sur les trous en alésage ou sur le tournage fraisage classiquement de la rectif, qui fait que on va se retrouver effectivement vite dans des coûts qui sont plus linéaires et qui effectivement dépassent un certain seuil. Et souvent effectivement ce qui fait sur une forme le fait qu'elle coûte très cher, c'est que ça demande à chercher un procédé supplémentaire pour obtenir sur la forme en question la tolérance ou le RA que vous avez mis. Donc tout l'idée, c'est de évidemment pas faire de la surqualité, parce que la surqualité coûte très cher. Alors, certes, vous mettez une sécurité autour de ça, mais en usinage, derrière, effectivement, ça va avoir une influence très grande. Alors, non seulement aussi, on parle de déclencher des procédés supplémentaires, mais ça va aussi avoir une grande influence sur tout ce qui est positionnement de pièces. On va devoir, par exemple, créer des montages d'usinage pour éviter de
de retourner votre pièce, etc., d'utiliser des machines, comme on voyait tout à l'heure, du 4 axes ou du 5 axes pour pouvoir effectivement ne pas démonter votre pièce à cause d'un parallélisme très serré ou à cause d'une perpendicularité, ou etc. Ça peut coûter très cher. Alors, je peux pas rentrer dans tout le détail aujourd'hui parce que c'est pas forcément l'objet de cette web découverte, mais effectivement, on pourra balayer à une autre occasion tous ces facteurs-là pour bien vous montrer effectivement cette influence autour aussi des tolérances géométriques. Alors je vous propose, puisque effectivement on n'a qu'une heure, de passer sur d'autres influences. Effectivement, quelle est là on a vu effectivement l'influence, on va dire, des tolérances et rugosité sur l'usinabilité de la pièce. Ce que je souhaiterais aborder aujourd'hui aussi, c'est l'influence des formes. En quoi les formes que vous avez effectivement conçues sur votre pièce peuvent engendrer des surcoûts en usinage ou des difficultés en usinage. Alors, ce qui me semblait important effectivement d'évoquer, c'est un petit peu quelles sont les caractéristiques de la forme qui influencent l'usinabilité. Alors déjà, évidemment, le volume matière enlevé, plus la forme est grande, plus il y a de volume, et évidemment, ça a un coût. La dimension de manière générale des surfaces à usiner, la rigidité aussi de la pièce, puisque effectivement quand on arrive sur des parois fines, etc., ça va influencer aussi de manière assez forte l'usinabilité de la pièce, l'accessibilité. Alors de l'outil surtout, puisque effectivement en fonction des formes conçues, on a parfois beaucoup de mal en usinage à atteindre ces formes-là, ou à respecter, on va dire, les tolérances aussi qu'on peut mettre sur ces formes-là. Et puis après, c'est la diversité des formes, c'est-à-dire que plus sur la pièce vous mettez effectivement des formes assez différentes en termes de, ça va influencer notamment les diamètres de fraise, etc. Et donc derrière, évidemment, ça aura aussi un coût. Alors là, on voit deux typologies de pièces, une pièce qui est 100% usinée à partir d'un bloc au départ, et le cas d'une pièce issue effectivement d'un brut de fonderie, où on va simplement refaire des reprises d'usinage. Donc on va pas du tout avoir les mêmes ces formes-là qui sont au fond ne seront pas forcément faites en usinage, mais automatiquement issues du brut de départ. Alors, ce qui me semblait être intéressant, c'est d'évoquer un petit peu tout ce qu'on voit derrière en usinage parfois, qui nous pose de sacrés problèmes en usabilité. C'est notamment les poches à coins carrés, les angles fermés comme on peut trouver là, c'est-à-dire sans arrêt rayonné, des problèmes d'accessibilité aussi d'outils. Que ce soit là et ici, ce qu'on appelle de manière générale les angles fermés, les coins de valise, etc. Tout ça, c'est des formes effectivement qui peuvent poser problème au niveau usinabilité. Alors de quelle manière moi, ce que je voulais effectivement voir, c'est effectivement déjà un des cas, c'est ce qu'on appelle les angles fermés. Alors, prenons le cas effectivement de ces angles fermés. Pour par exemple réaliser cette jonction entre le rayon, l'arête ici et ça là, vous avez un problème puisque effectivement il faudrait une fraise avec un diamètre de 0 pour pouvoir atteindre le coin, les coins fermés comme ça, ce qui est un vrai problème en usinage, puisque soit effectivement le volume matière n'est pas accessible entre les deux entités, ne peut être enlevé qu'avec un outil de diamètre nul ou tout petit, ce qui veut dire que on va ébaucher cette forme-là, cette poche-là, avec peut-être une fraise qui peut atteindre peut-être ces coins-là, mais on va dire diamètre 20. Et pour pouvoir faire quelque chose qui est le plus proche de ce que vous avez, ce que le concepteur a dessiné, on va devoir déployer une toute petite fraise, par exemple diamètre 1, et encore on laissera un tout petit rayon dans le coin pour pouvoir obtenir cette forme-là. Alors que sans doute que ce rayon n'a pas de contrainte particulière, on va dire fonctionnelle, et c'est simplement effectivement des oublis du concepteur au départ. Mais si le sous-traitant veut effectivement
collé au dessin, il va déployer des toutes petites fraises pour pouvoir usiner. Donc évidemment, ça va avoir un facteur assez important, puisque quand on parle de toutes petites fraises, une toute petite fraise ne peut pas prendre beaucoup de volume copeaux. Et du coup, ça va peut-être doubler votre temps d'usinage juste à cause de cette reprise-là de ce coin. Donc ça, c'est vraiment parmi les, on va dire, les géométries qui sont non usinables, où on peut s'y rapprocher, mais avec effectivement des tout petits outils qui posent effectivement des problèmes. Dans les autres un petit peu typologies de formes qui sont on va dire à éviter, ou même si c'est pas toujours possible. Alors je vous ai mis le cas ici d'une aube. Ça me fait ça. On a un exemple effectivement de prestation que l'on a fait pour un client qui avait conçu un ensemble effectivement avec quelques pièces qui étaient sous forme typiquement hein, ce genre de pièces, hein, des aubes faites en 5 axes, puisque effectivement on voit bien que là c'est pas évolutif constant, mais il y a effectivement des accessibilités d'outils, etc., qui étaient compliquées. Et telle que la pièce, c'était déjà une toute petite pièce, donc et telle qu'elle avait été conçue, en fait, il nous fallait des fraises, des petites fraises comme ça, hémisphériques de diamètre 0,8. Et le fait d'utiliser ce genre de fraise de diamètre 0,8, ça fait par rapport à l'objectif de coût qui s'était fixé au départ, on était arrivé à un coût de pièce fois 10 par rapport à l'objectif du départ. Ce qui n'était pas possible effectivement de réaliser en usinage. Alors il y avait deux orientations. Soit on redéfinissait effectivement d'un point de vue conception cette pièce-là pour la réaliser en usinage, mais avec des rayons, etc., qui permettent effectivement de tenir les contraintes de coût, soit on change carrément de procédé, d'alternative de procédé. Ce qui a été effectivement l'orientation, c'est de dire cette pièce, c'est pas une pièce qui sera faite en usinage, mais donc en composite, qui a permis effectivement de traiter, alors parce qu'elle avait, on pouvait au niveau des contraintes aussi de rupture, etc., de pouvoir utiliser ce procédé, mais c'est pas toujours le cas. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre quand on conçoit une pièce, quelle va être effectivement l'accessibilité de l'outil, comment effectivement on va pouvoir atteindre des niveaux, effectivement des zones qui sont très serrées, avec quel type d'outil. Alors classiquement, si on utilise des fraises, on va dire fraises à jambou de taille, qui donnent plus de stabilité lors de l'usinage, donc moins de vibrations aussi, on va laisser effectivement un dépôt au fond du rayon. On va laisser effectivement une forme plane. Et ça veut dire que derrière, on est obligé de chercher un outil supplémentaire avec une fraise conique à bout sphérique pour pouvoir atteindre effectivement la contrainte de rayon, si en plus elle est standard, si on a de la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui va contraindre effectivement de devoir reprendre en usinage tout ce rayon de fond qui a été imposé, qui est peut-être pas forcément nécessaire. Donc attention effectivement à ce genre d'angle fermé sur les poches, les cavités. Si l'angle est de moins de 90 degrés, pour usiner ce type d'angle, il faut au moins une machine 4 axes, voire 5 axes. Donc 4 axes en positionné, 5 axes, ça veut dire en évolutif, qui permet effectivement d'atteindre ce genre ou d'incliner sa broche sinon, qui permet d'atteindre. Donc ça, c'est vraiment les complexités qu'on peut avoir effectivement en usinage. Attention à ce genre de forme, pensez à l'accessibilité effectivement des outils, et surtout, essayez de pas forcément mettre des contraintes de rayon de fond, parce que ça va demander effectivement des outils supplémentaires pour pouvoir atteindre ces formes-là. Au niveau, effectivement, alors on parle des coins de valise, des poches à coins carrés, etc. Ça, c'est typique effectivement des retours un petit peu de ce qu'on peut trouver sur les pièces, et on en voit encore, hein, moi qui fais du chiffrage quasiment tous les jours, je vois encore des plans dessinés avec des poches à coins carrés. Alors évidemment,
ce qui rend ce type de forme rend l'accessibilité totale de l'outil impossible, du fait que l'usinage soit une entité qui entraîne la collision de l'outil avec les entités aussi voisines, hein, parfois, puisque pour pouvoir effectivement utiliser ou réaliser ce fond de poche ici, avec une inclinaison et un peu comme le dépôt qu'on a vu tout à l'heure, on va soit laisser un volume matière au fond, soit effectivement usiner un peu plus. Donc on va descendre avec l'outil un peu plus bas pour pouvoir effectivement éviter de laisser ce genre de forme. Dans les poches à coin carré, on peut aussi utiliser d'autres stratégies effectivement de fabrication, de procédés, qui peut être de l'électro-érosion par enfonçage, par exemple, pour pouvoir réaliser cette forme-là avec des rayons zéro ou des choses comme ça. Ce qui fait que effectivement, ça va demander des procédés supplémentaires pour pouvoir obtenir ce genre d'outil. Donc, s'il vous plaît, si ça n'a pas d'exigence fonctionnelle, mettez toujours entre deux arêtes des rayons. On parlera tout à l'heure un petit peu les rayons un petit peu standards qu'on peut mettre pour que les outils standards puissent réaliser aussi ces rayons. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir 15 poches avec 15 rayons différents. C'est la complexité après de l'usineur pour pouvoir effectivement à chaque fois chercher un outil qui est capable d'atteindre le rayon que vous avez effectivement imposé. L'idée, c'est effectivement de ne pas laisser des arêtes comme ça vives, on va dire sur des fonds, etc. Surtout quand l'outil n'a pas la possibilité d'accès par le côté pour pouvoir travailler en roulant, par exemple, sur ce genre de pièces. On va aussi avoir des problématiques en fait d'accessibilité des outils. Quand on est obligé d'utiliser des outils longs, alors qu'est-ce qu'un outil long? C'est un outil qui dépasse 4 fois son diamètre. Donc par exemple une fraise de 10, à partir du moment où on a une longueur d'outil qui est nécessaire de plus de 40 mm, on commence à avoir des problèmes de vibration. Qui dit vibration, on est obligé effectivement de prendre des passes un peu moins profondes. Donc ça veut dire que le temps d'usinage va se rallonger, évidemment. On va être obligé de mettre des porte-outils, des choses comme ça pour pouvoir atteindre. Et effectivement, on le retrouve assez fréquemment, ce genre de problématique. On l'avait effectivement, vous voyez typiquement, bon, déjà par ici, hein, par sa longueur. Alors, on va le voir sur d'autres cas après. Ça va être effectivement des problèmes de calcul géométrique qui demandent des outils hors standard, des perches, des outils série courte. Donc le série courte c'est le classique, mais long, donc extra long, etc. Et effectivement, on va avoir au niveau des conditions de coupe de l'outil, une descente un petit peu on va dire excusez-moi, tout ce qui est passe, en fait, on va réduire les contraintes de prise de passe, des choses comme ça, et ce qui va faire que ça va doubler, voire tripler le temps d'usinage. Alors prenons un exemple peut-être qui sera flagrant. Là, on a une petite rainure qui fait déjà 60 mm de long sur donc une largeur de 10. La difficulté, c'est pas la rainure ici, c'est évidemment l'accessibilité de cette rainure, puisque effectivement on a une paroi. Si on avait à faire cette rainure sans cette paroi qui est sur le côté, on aurait un temps, là c'est sur de l'alu, hein, de 46 secondes pour une tolérance classique, par exemple H8. Le fait d'avoir effectivement cette contrainte de paroi qui est proche de la rainure fait qu'on va multiplier par 8 le coût de la rainure. Pourquoi? Tout simplement parce que on va avoir un porte-à-faux d'outils, c'est-à-dire une longueur d'outil, par exemple ici il y a de 100 mm au minimum, pour pouvoir commencer à atteindre cette rainure. Donc, quelles sont un petit peu les possibilités pour l'utilisateur? La chance qu'on peut avoir, c'est que parfois cette rainure elle est traversante, ce qu'on appelle des lumières, et donc on va pouvoir l'usiner par l'autre face
et éviter ce problème, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, effectivement, on n'a pas forcément une lumière, ce qui est peut-être au niveau fonctionnel simplement une possibilité. Ça aurait pu être une possibilité, seulement au moment de la conception, on n'a pas pensé à ça. Donc l'idée, c'est vraiment de faire attention à l'accessibilité de l'outil. C'est quand vous avez effectivement des formes qui sont proches de parois parfois assez fines et surtout assez hautes, on va se retrouver effectivement avec des coûts d'usinage multipliés par 8, par 10, etc. Et ça va être une influence assez forte effectivement sur ces temps-là. Autre cas, on va dire, j'ai essayé de manière exhaustive de montrer un petit peu les différents cas. Alors là, on se retrouve avec on va dire un combiné de petits problèmes, puisque on a des rayons qui sont égaux à 0, donc il n'y a pas entre ces deux faces, il n'y a pas de rayons qui ont été effectivement dessinés. Et puis en plus, on a une surface gauche donc qui doit être effectivement balayé. Alors il y a plusieurs solutions, on va dire, celles qui sont les plus pertinentes pour essayer de se rapprocher le plus possible des contraintes de la conception. On va dire celle qui utilise le moins d'outils, ça va être d'ébaucher avec une grosse fraise, par exemple une diamètre 32, et d'essayer de balayer toute la zone en verte ici, avec des rayons de fond quand même d'outils, qui sera autour des rayons de 4. Ça veut dire qu'on va laisser quand même une contrainte d'outils ici de 4. Alors là, pour atteindre un RT autour des 16 microns, c'est-à-dire un RA à peu près 3,2. Ensuite, effectivement, on peut utiliser différents compromis. Donc là, on est plutôt à 24 minutes. Bref, on utilise moins d'outils, mais par contre, on a un temps de cycle qui est quand même assez long. Autre possibilité, c'est déboucher en utilisant une grosse fraise, mais de balayer avec une fraise boule, diamètre 32 par exemple, qui permet effectivement de rentrer, d'avoir toute cette forme-là qui est balayée. La troisième solution, c'est de faire des reprises de rayons de fond, c'est-à-dire de même solution, mais avec en plus des reprises de rayons de fond, pour essayer de s'approcher le plus possible effectivement du rayon ici. Par contre, ce qu'on voit ici en termes de temps n'est pas forcément le reflet en termes de coût, puisque là, on va utiliser en fait un centre d'usinage 3 axes, alors que là, on va être obligé effectivement de rentrer dans du 5 axes, donc avec des taux horaires qui sont parfois x2 entre les deux stratégies. Donc c'est pas parce que vous gagnez en termes de temps que derrière, en termes de coût, il manque peut-être l'aspect coût ici, mais pour bien vous rendre compte, c'est que parfois ce qu'on croit être plus facile à être usiné n'est pas forcément moins coûteux parce que derrière, il y a forcément l'impact de la typologie de machine qui vient être pris en compte pour réaliser ce genre d'usinage. Alors, difficulté aussi on le voit bien notamment en aéro, puisqu'on cherche à réduire le plus possible le poids des pièces usinées, c'est les notions de parois fines. Alors, je dirais que les contraintes générées par ce type de problème de rigidité, ça peut être en plus rentrer en conflit, c'est-à-dire que quand on a une multitude de parois fines, on va vite se retrouver avec des contraintes à satisfaire qui va dépendre effectivement des paramètres de posage, euh, de type d'entité. Est-ce qu'on est effectivement, est-ce que c'est que des poches? Est-ce que je dois avoir des contraintes d'usinage un petit peu différents? On parle aussi d'usinage en surfaçage, en bout, en roulant, en avalant, en opposition, etc., qui va contraindre effectivement à des stratégies, peut-être déboucher d'abord toutes les surfaces, puis d'attaquer, de finir celle-là, puis en cascade. Et ça va être effectivement assez problématique, on va dire, qui rajoute du temps en usinage. Pris indépendamment, effectivement, on peut se dire, bah, bon, c'est assez facile, pas de souci. Si en plus on rajoute la contrainte parois fines, pardon, et grande hauteur, là on se retrouve effectivement avec des problèmes supplémentaires, notamment de vibration. Et les opérations, il y a vraiment une gestion d'opérations de débauche et de finition, avec parfois on est obligé non pas par la contrainte de tolérance et de rugosité, mais simplement euh, à cause de ces parois, de devoir effectivement commencer par une première phase d'ébauche de la pièce,
libérer les contraintes, c'est-à-dire laisser la pièce de côté, libérer ses contraintes et la reprendre en usinage derrière avec différents posages, des montages d'usinage, etc. pour pouvoir obtenir ces parois. Donc pareil, s'il vous plaît, si je sais bien qu'en aéro, on cherche effectivement le plus possible à gagner en termes de poids de pièce, mais évidemment, ça a un impact sur le coût. Si c'est pas jugé utile, effectivement, on peut essayer d'augmenter un tout petit peu les parois pour qu'on soit dans des contraintes qui sont un peu moins difficiles en usinage, on va dire, sur ce genre de choses. Alors, par exemple, hein, je vous prends encore le cas un petit peu tout à l'heure, d'usiner cette paroi-là. Ici, donc avec une fraise en bout, on fait de l'usinage en roulant donc sur cette paroi, en fonction un petit peu de l'épaisseur de la paroi, entre une épaisseur, on va dire assez classique qui reste rigide, ou on est soit une paroi fine, donc là on rappelle, hein, j'ai une hauteur de 100 mm. Si ma paroi fait 4-5 mm, ça va me prendre 1 minute 30 pour usiner en tolérance H8 classique. Si par contre je descends à 1 millimètre ma paroi pour le même usinage, on va quasiment tripler le temps d'usinage, donc le coût de réalisation de cette forme-là. Donc ça a vraiment un impact. C'est pas forcément linéaire en plus, puisqu'à partir d'un certain seuil, on va devoir effectivement ajouter non seulement des montages d'usinage, mais ajouter aussi des parcours d'usinage, d'outils qui seront assez différents et assez contraignants pour pouvoir effectivement tenir la tolérance. C'est le cas par exemple des pièces type plancher d'hélicoptère, parois fines, grande dimension, avec effectivement des grandes hauteurs, des choses comme ça. Ce qu'on appelle aussi les casseroles aussi au CETIM, c'est-à-dire des toutes petites parois fines avec des hauteurs de 200 mm. C'est des choses effectivement on est capable de réaliser, mais ça a un certain coût. Autre, autre difficulté en fraisage, ça va être effectivement les notions de trou masqué, c'est-à-dire l'accessibilité du trou. Alors ça, c'est typique, hein, c'est-à-dire qu'on est incapable de pouvoir donc usiner ce trou-là en traversant effectivement la pièce, d'où des problématiques avec ce qu'on appelle des têtes à renvoi d'angle pour faire des perçages avec une accessibilité. Hein. C'est comme tout le monde quand on fait du bricolage, si votre trou effectivement il est au fond du pot et que vous n'avez pas accès avec votre perceuse, pas la possibilité de passer votre perceuse au fond du trou, ça va être compliqué. Donc c'est une même problématique. Si c'est possible, effectivement, essayez effectivement de mettre un perçage en face, même s'il n'est pas utile, tout simplement pour que l'outil puisse accéder à la contrainte effectivement qui est d'obtenir peut-être un perçage même avec un alésage. Donc ces cas-là, effectivement, on les retrouve assez régulièrement aussi en usinage. C'est des choses qui peuvent effectivement poser problème. Et aussi, après, c'est des notions de distance, c'est-à-dire qu'effectivement, on va se retrouver vite avec des outils grande longueur, etc. Mais il faut mieux un outil grande longueur qui est effectivement utilisé peut-être un renvoi langue dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir comme forme usuelle en fraisage? Je dirais un petit peu tout type, hein, c'est les classiques. On voit bien, là c'est issu un petit peu du catalogue de l'outil de chiffrage qui s'appelle CETIM Technicote. Les formes types qu'on est capable, bon, c'est bien sûr du surfaçage en passant par les épaulements, les contraintes de contour de pièces, etc. Tout ça, c'est des formes assez classiques. À partir du moment où effectivement on est dans les formes avec du balayage, on commence effectivement, ça commence à coûter un peu plus cher puisque on a à la fois un usinage ébauche qui sera avec des fraises classiques plus des outils supplémentaires pour pouvoir usiner ce genre de fraises. Petite préconisation, on va dire, dans le choix des, des rayons de bord, notamment sur toutes vos poches. On voit beaucoup le cas de pièces effectivement avec peut-être des rayons, des rayons, beaucoup de rayons de bord, des choses comme ça qui viennent se contraindre. Là, vous avez effectivement un petit peu les rayons standards d'outils qu'on utilise de manière générale. Le conseil, c'est bien sûr d'essayer d'unifier les rayons de raccord entre les différentes formes dans les différentes poches, etc., pour limiter le nombre d'outils ou supprimer des reprises d'ébauche dans les coins.
Côté effectivement flexion, préconisation au niveau des longueurs d'outils standards aussi, au niveau du rapport longueur sur diamètre, vous voyez, on dépasse jamais le 4, ce qui fait qu'effectivement, quand on fait une poche ou une rainure avec un diamètre de 10, le profondeur d'outil 10 standard, on peut aller jusqu'à une hauteur de poche de 34. Au-delà, ça veut dire qu'on va ajouter des outils série longue pour pouvoir atteindre ce genre de volume, de forme. Alors, je vois que l'heure tourne. Tout ce qui est, on parlait du fraisage. Autre cas, c'est un petit peu le tournage. C'est les mêmes, on va dire, c'est les mêmes composantes. C'est l'accessibilité, bien sûr, toujours de l'outil, encore et encore. Faire ce genre de forme, par exemple, ça nécessite effectivement de déployer en alésage des outils gorge, mais avec des profils assez différents. Donc, au lieu d'avoir effectivement quelque chose qui est carré, on a avec des contraintes effectivement d'angle. Et ça, effectivement, ça peut poser des problèmes en tournage aussi. Tout ce qui est dépouille, ça fragilise aussi l'outil puisqu'on est obligé d'utiliser des plaquettes avec des ongles assez importants. Ça va amener aussi des problèmes on va dire de rugosité, d'état de surface sur la pièce, qui peut être effectivement peut-être déplorable en sortie d'usinage, et donc demander effectivement des reprises d'usinage supplémentaires, alors que la tolérance n'était pas forcément, ou la rugosité n'était pas forcément serrée, c'est simplement la forme qui amène effectivement ce genre de problème. Aussi tout ce qui est porte-à-faux d'outils, les allésages profonds, etc. Ça va demander effectivement à déployer plusieurs outils pour pouvoir atteindre l'alésage fini. Donc toujours attention au rapport de longueur sur diamètre sur les pièces tournées, pour éviter effectivement d'être au-delà d'un rapport de 2, qui est un petit peu le standard en usinage. Évidemment, les formes usuelles en tournage, on va se retrouver tout ce qui est filetage, on a vu tout à l'heure. Dès lors qu'on fait effectivement des formes nécessitant soit les axes C, Y, ça va demander des machines évidemment supplémentaires, enfin soit des phases, une machine nouvelle, c'est-à-dire une phase de fraisage, soit sur la même machine, des outils tournants, des broches axe Y, axe C, etc. pour pouvoir usiner. Donc forcément, c'est un coût au niveau du taux horaire aussi. Ce qui n'est pas toujours effectivement très nécessaire dans certains cas. Alors je dirais que on arrive un petit peu au bout de la web découverte aujourd'hui. Les questions habituelles du gamiste, on va dire, c'est pour réaliser sa gamme de fabrication, c'est où sont les faces à usiner, quelles sont les tolérances, est-ce que on a des cotations avec qui sont serrées, etc., tolérancées, comment on va tenir la pièce, quel est le nombre minimal de pesage, quels sont les axes de la machine. La checklist, je dirais, pour l'analyse des coûts BE, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est est-ce qu'on peut éviter des formes usinées ou difficiles à usiner? Est-ce que le format du brut capable est-il proche d'un standard? Est-ce que je suis obligé d'avoir une forme assez complexe, type brut de fonderie, forge, etc., ou des choses assez simples? Peut-on accéder, alors on a vu sur tout ça, accéder facilement à 100% des surfaces usinées? Est-ce que j'ai potentiellement des collisions d'outils, etc. Donc ça, c'est super important de penser à ça. Est-ce qu'on peut aussi réduire le nombre d'accès d'outils aux faces usinées? Donc c'est un petit peu lié à ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les accessibilités de l'outil, les longueurs, etc. Est-ce que dans les poches que j'ai prévues sur ma pièce, est-ce que j'ai beaucoup de diversité de rayons, de formes usinées, etc. Essayer d'homogénéiser ces formes-là. Est-ce qu'il y a potentiellement des risques de déformation parce que j'ai des parois fines et lorsque je vais serrer aussi ma pièce, je peux déformer ma pièce.
Est-ce que j'ai mis des rayons de bord concave? Est-ce que, enfin, quand j'ai des rayons de bord concave, est-ce que je peux un peu les agrandir? Et puis après, ben, je dirais, est-ce qu'il y a des formes, des faces qui devront être balayées, même partiellement? Est-ce que ces surfaces-là sont incontournables en balayage, c'est-à-dire avec effectivement 2 ou 3 axes, ou je peux faire des choses assez simples? Voilà un petit peu la checklist, je dirais, par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Euh, Derrière, pour aller un petit peu plus loin, vous pourrez trouver effectivement des formations dédiées à tout ce qui est méthode design to cost, analyse de coûts. Également, si vous êtes intéressé par une démonstration de l'outil de chiffrage, nous proposons effectivement tout ce qui est démonstration mensuelle sur les outils qui vous permettent effectivement d'avoir conscience des coûts des formes que je conçois. Et puis après, toutes nos prestations, vous retrouverez toutes nos prestations de simulation en calcul et simulation dans le PowerPoint que nous allons vous remettre. N'hésitez pas effectivement à revenir vers moi. Si maintenant vous avez des questions, je suis à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup, Madame Provost, pour cette excellente présentation. Merci. Avant, avant de passer aux questions-réponses, j'invite tous les participants à répondre à ce sondage de satisfaction. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à répondre à cette dernière question. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, les questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Madame Provost. Existe-t-il des formations plus poussées sur ce thème, mieux concevoir pour mieux usiner? Alors oui, effectivement, elle n'est pas encore au catalogue, mais il y a une formation qui va voir le jour sous le format de jour, qui évidemment abordera ces thèmes-là beaucoup plus poussés, de manière plus poussée, et notamment le fait de traiter de manière un peu plus poussée tout ce qui est lié à la matière, donc l'influence de la matière sur l'usinabilité de la pièce, évidemment, tout ce qui est aussi obtention du brut. Donc oui, dans quelques temps, on pourra effectivement vous proposer une formation typée, donc soit effectivement dans nos locaux CETIM, soit dans vos locaux. On peut aussi faire du sur-mesure en fonction un petit peu de vos demandes, avec des cas pièces qui sont les vôtres, et de voir un petit peu, de proposer des thèmes pour améliorer la conception de vos pièces, ou en tout cas faire attention à certaines difficultés d'usinabilité sur vos pièces. Merci pour cette réponse. Question suivante. Pouvez-vous donner des détails sur les outils de simulation utilisés dans vos slides?
Alors oui, vous avez pu voir effectivement au travers des simulations qu'on a fait, on utilise un outil qui s'appelle CETIM Technicode. Le CETIM développe maintenant depuis plus de 35 ans des outils de chiffrage, de simulation, qui sont donc à disposition effectivement de différentes fonctions de l'entreprise, que ce soit le BE pour faire des approches effectivement de design to cost, puisqu'on a vu l'idée c'est de pouvoir voir l'influence effectivement d'une tolérance, même d'une forme sur l'usinabilité de sa pièce et surtout sur le coût, comment améliorer un petit peu sa conception et surtout faire des approches conception à coût objectif et de pouvoir remodifier sa conception sans forcément qu'elle passe par l'industrialisation, donc avant cette étape d'industrialisation. N'hésitez pas, effectivement, à la fin du transparent, il y a les liens pour assister aux web démonstrations sur l'outil Settim Technicode, entre autres. La prochaine démonstration aura lieu la semaine prochaine, donc le jeudi 28 à 10h. Vous pouvez aller sur le site Settim, effectivement, dans la page logiciel et sur Technicode. Donc, il est écrit ici, hein, vous aurez effectivement aussi la possibilité d'assister à une démonstration gratuite. Merci pour cette réponse. Question suivante. Les principes énoncés aujourd'hui sont-ils partiellement intégrés ou intégrables dans les outils FAO standards? Alors, le principe de la FAO, effectivement, c'est de pouvoir générer un parcours d'outils. Je dirais que c'est plutôt. Alors évidemment, il y a de l'automatisme là-dedans, il y a pas mal de règles métiers qui sont à intégrer, mais c'est plutôt au bon vouloir. Enfin, c'est plutôt le technicien FAO qui va contraindre un petit peu en fonction des tolérances des géométries les parcours d'outils. Par contre des outils de simulation comme Settim Technicode, effectivement là oui, on a intégré tous les règles métiers qu'on voit, c'est-à-dire le déclenchement par exemple d'une phase de rectif à partir d'un certain seuil de tolérance, qui permet vraiment au concepteur de pouvoir voir l'effet de bord que ça a, que ce soit une forme ou un principe effectivement de tolérance et de rugosité sur sa gamme. Donc oui, partiellement en FAO. Dans les outils de chiffrage, encore plus, et ça dépend un petit peu des outils sur le marché. Mais n'hésitez pas effectivement à revenir vers moi sur ce sujet si vous souhaitez plus de précision. Merci madame pour cette réponse. Question suivante. Quelles peuvent être les économies réalisées par l'utilisation de profils spéciaux en tant que brut d'usinage, alu, laiton, qui permettent à la fois d'économiser de la matière, mais aussi d'économiser du temps d'usinage? Forme évidemment déjà inclus dans le profil. Alors, le fait de passer, on va dire, par des stratégies d'obtention du brut, que ce soit le moulage ou la fonderie, ou même avoir des formes type filière ou des choses comme ça, permet, comme vous l'avez dit, évoqué, de réduire le temps d'usinage. Toujours la contrainte, c'est quelle est finalement la quantité de pièces que vous devez réaliser. Et en fonction de cette quantité, je dirais qu'on va pouvoir choisir les meilleurs procédés d'obtention à la fois du brut, mais aussi les meilleurs procédés liés à l'usinage. Donc je dirais que c'est toujours un difficile choix, on va dire, qui est plutôt le seuil à partir duquel la rentabilité, on va dire, de l'investissement sur l'outillage qui va servir à faire la fonderie ou la forge, à partir de quel seuil de quantité on va atteindre effectivement un procédé un peu plus intéressant que l'usinage classique où on part d'une barre ou d'un brut usiné en pleine masse. Donc je dirais c'est ce qui fait le choix finalement, c'est la quantité de pièces à réaliser, parfois aussi la difficulté de la pièce. Donc on peut obtenir maintenant aussi avec la fabrication additive des formes qu'on est incapable d'avoir en usinage. Donc il y a vraiment à explorer effectivement ces procédés-là. Au septième, on est équipé effectivement sur différents sites des procédés de fabrication additive également. Euh, c'est
difficile d'avoir, on va dire, une réponse, une formule magique qui dit c'est toujours ce cas, à partir de quel seuil de quantité vous allez plutôt passer sur tel procédé ou tel autre. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans de la simulation grâce à certains outils pour pouvoir décider de la meilleure orientation possible. Mais il n'y a pas une formule magique qui dit dans ce cas-là, c'est plus préférable. Ça dépend de la complexité. Je vous dis, il y a effectivement, le fait d'évoquer d'autres procédés comme la fab additive amène à changer aussi les regards par rapport à ça, amène à changer aussi les manières de concevoir ces pièces. Et on chamboule un petit peu toute cette phase de conception, de fabrication aussi derrière à travers les nouveaux procédés comme effectivement la fab additive. Je pense que effectivement, en fonction un peu vos cas pièces, c'est des choses qu'on pourrait aborder de manière plus précise. De manière générale, c'est un peu compliqué. Ça dépend tellement de facteurs, comme on a pu évoquer aujourd'hui, que c'est un mélange de plein de facteurs différents qui font qu'on va choisir effectivement s'orienter vers le meilleur procédé. Merci pour cette réponse. Question suivante. J'utilise historiquement les classes suivantes en tournage pour les usinages précis. 6 pour les arbres et 7 pour les alaisages. Ce sont des pièces inox d'environ 400 mm de diamètre. Cet écart 6 et 7 pour les arbres alaisages est-elle justifié? Entre le 6 et le 7, je dirais que c'est pas trop l'écart, c'est plutôt la tolérance en rapport de la dimension en fait qui va faire effectivement de passer d'une classe à l'autre. Euh, je dirais qu'effectivement entre 6 et 7, ça va simplement rajouter des passes en finition. Donc il y aura de toute façon un petit écart qui sera effectivement sur une longueur, j'ai cru comprendre, de 400. Euh, Ça peut amener effectivement une différence. Pour être très fin fine dans ma réponse, il faudrait effectivement qu'on simule, que je vous simule effectivement l'impact pour vous montrer en temps réel effectivement quel est le rapport. Tout est question en fait pas tellement de classe. Enfin, là pour simplifier effectivement on a parlé de classe de tolérance, mais ce qui fait la différence entre là et là, c'est plutôt effectivement la tolérance elle-même. Quelle est la contrainte de tolérance qu'on est capable de tenir en demi-finition, voire en finition, et à partir de quel seuil, effectivement, on est obligé de déclencher d'autres procédés ou des alaisages avec des outils de superfinition ou des choses comme ça. Et la contrainte longueur est une contrainte assez importante aussi, c'est-à-dire que pour atteindre effectivement des tolérances H6 ou de RA 1.6 par exemple, le problème sur des arbres de 400, c'est on va commencer à avoir des problèmes de vibration, de choses comme ça. Et c'est des données qui vont faire qu'on sera obligé de rajouter aussi certains procédés ou certaines opérations supplémentaires. Donc c'est jamais isolé en fait une tolérance elle-même toute seule. C'est toujours la tolérance plus un certain nombre d'autres facteurs qui vont aussi influencer finalement les opérations d'usinage. De manière simplifiée, effectivement, on essaye de vous alerter un petit peu sur ces classes de tolérance pour vous montrer qu'au-delà d'un certain seuil, effectivement, en tournage, quand on dépasse le 6, on va déjà être quasiment effectivement dans des seuils de tolérance de rectification cylindrique. Et alors que si on reste sur du 7, on va être capable de les tenir en tournage finition. Merci, madame, pour cette réponse. Question suivante. Quel design pour limiter les bavures non détachables? Quel design pourrait... Ouais. Alors, effectivement, soit il y a différents procédés de finition, soit effectivement on conçoit sa pièce, alors si je prends une pièce comme ça, avec des chanfreins tout autour qu'on réalise en usinage pour éviter effectivement les bavures. De manière générale, une arête vive va créer une bavure de manière classique, hein, que ce soit les trous, par exemple, sans chanfrein, etc., créent une bavure. Donc, si je devais résumer ça, c'est éviter effectivement les arêtes vives. Maintenant,
mettre un chanfrein, ça coûte aussi en usinage, c'est-à-dire que ça demande un parcours d'outils. Dans ce cas-là, mettez bien des tolérances H13 ces chanfreins, puisqu'on n'a pas, ça nécessitera qu'un passage d'outils et pas 3 outils. Parfois, je vois ça aussi. Mais après, on peut aussi, effectivement, pendant que la personne est à tram, enfin la machine est à tram, effectivement, faire de l'usinage, l'opérateur peut en temps masqué enlever les bavures à la main avec des outils, effectivement. Donc ça peut se faire en temps masqué. Tout dépend un petit peu des contraintes que vous avez, effectivement, par rapport aux matériaux, par rapport est-ce que c'est une pièce qui va effectivement dans le médical, quelle est son application en fait de cette pièce-là. En fonction effectivement de son application, on peut avoir des niveaux de finition qui peuvent être autres que les bavurages manuels, qui peuvent être de la tribofinition, des choses comme ça, qui peuvent être intéressants sur certaines pièces. Donc il n'y a pas de recette magique, mais de manière générale, peut-être éviter les arêtes vives si vous voulez éviter effectivement d'avoir des bavures en sortie d'usinage. Merci, madame, pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinaire. Mieux Merci à concevoir, tous. mieux usiner. Merci beaucoup à notre intervenante, madame Maryse Provost. Merci Merci, beaucoup. merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt.